Bonjour Monsieur Ploncard-Lassac. Bonjour Diane. Bonjour monsieur. Bonjour Blandine. Bonjour Eric. Bonjour, Je regrette que Jean Lemour ne soit pas là. Il est malade. Donc, vous allez le remplacer sans problème. Alors, avant que vous me posiez des questions, je voudrais faire un rappel de deux événements de notre histoire de France récente. 3 assassinats, au pluriel. Le 6 février 1934, des manifestants de braves gens qui avaient été ruinés par les magouilles de la Troisième République, maçonnique, souligné au passage, qui manifestaient devant l'Assemblée nationale et qui se sont fait mitrailler par les forces de l'ordre républicain. Donc, il faut rappeler leur mémoire. Deuxièmement, un 6 février aussi, celui de l'assassinat de Robert Brasillac. Je crois que c'était en 1944. Et troisièmement, le rappel du 13 février 1944 du bombardement de Dresde aux bombes incendiaires anglo-américaines et canadiennes qui ont brûlé vif. Les chiffres varient, mais c'est entre 350 et quelques mille personnes qui étaient uniquement des réfugiés qui venaient de l'Est, fuyant les troupes soviétiques. Et Dresde, que l'on appelait la Venise du Nord, était complètement rasée. Les gens brûlés vifs. J'en ai fait la description d'ailleurs dans un des documents sur notre site, donc tout un chacun peut se référer à ça. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que cette ville était déclarée non défendue. C'était une ville lazaret, c'est-à-dire une ville hôpital pour les réfugiés. Il n'y avait pas de défense aérienne, il n'y avait pas d'avion d'interception, quoi que ce soit. Donc c'est en pleine connaissance de cause que les Américains, les Anglais de Winston Churchill, criminels de guerre des pires qu'on ait eus, et les Canadiens ont brûlé vifs femmes, vieillards, enfants, et les hommes aussi qui n'étaient pas dans l'armée allemande de l'époque. Donc voilà les hauts faits ce que l'on appelle par dérision les croisés de la démocratie. Je tenais à le rappeler. Alors maintenant, à vous, chers amis. Première question. L'émission de BFM TV diffusée le 29 janvier dernier, Qui a tué François Fillon, semble indiquer que les lobbies qui ont réussi à amener Macron au pouvoir craignent encore l'ancien Premier ministre. Outre l'image peu flatteuse des coulisses de la politique, ne soyons pas naïfs, que pensez-vous de cette émission ? Alors je l'ai vu, comme j'ai quasiment vu toutes les interventions de François Fillon depuis qu'il a émergé avec son élection aux primaires des Républicains. Il n'y a pas d'autre terme, c'est absolument scandaleux. Tous les intervenants étaient des ennemis de Fillon. Tous. Et alors, le plus beau, le bonbon, ça a été l'intervention de ce Robert Bourgi. Alors, Bourgi, qui est-ce ? Bien, c'est un de ces nombreux individus, avocat de son État. Donc, un de ces nombreux individus qui a fait partie de toute cette équipe mafieuse des Foccart, des Pasqua, Bourgi, de ce qu'on a appelé la France-Afrique. C'était donc tous les trafics du gaullisme avec l'Afrique, qui continuent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est la même chose. Les enveloppes qu'on leur donne, dont une partie revient pour le financement des campagnes électorales de ceux qui donnent les enveloppes. Donc voilà, donc c'est ça. Donc, voilà déjà la haute valeur morale de ce genre d'individu. Alors, voir cet individu replé, suffisant, content de ce qu'il disait, se vanter d'avoir, je crois qu'il a dit niqué, c'est ça, joli terme aussi,
François Fillon pour le faire tomber. Je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'ils se sont tous tiré une balle dans le pied quand même, parce que ça démontre à quel point la non-élection de Fillon a été due à un complot, un véritable complot, et que derrière ce complot, il y avait non seulement le petit Macron qui en a bénéficié, mais Nicolas Sarkozy, puisque le bourgeois en question s'affiche comme étant un grand ami de Sarkozy. Donc j'ai estimé que, on va encore en reparler dans le prochain numéro de la politique, qu'il fallait bien insister là-dessus, parce qu'il y a plein de braves gens, un petit peu naïfs, qui sont tombés dans le piège de la fabrication d'un Fillon malhonnête. Jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait, il y a plus d'une centaine de députés, à commencer par le propre président de l'Assemblée nationale, le socialiste, comment il s'appelait déjà, Claude Barthelone, qui ont fait exactement la même chose. Or, curieusement, eux n'ont pas été mis en vedette dans les accusations du Canard enchaîné et compagnie. Donc, et j'en parlais hier encore avec Diane, ce qui ressort de ce piège qui s'est refermé sur cette droite qui est toujours en train de voter ce qu'elle ne devrait pas voter, c'est qu'on a eu ces braves gens, pour la plupart catholiques, à la notion de malhonnêteté sur le thème « Ah, mais moi, catholique, je ne peux pas accepter les malhonnêtetés de François Fillon. » Parce que les autres sont honnêtes. Macron est honnête. Sarkozy est honnête. Donc, vous voyez, ce public-là, moi, j'en ai ras-le-bol. Et je ne vais pas cesser de les flageller. Parce que qu'ils ne viennent pas se plaindre maintenant de ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Voilà. Et alors, en plus de ça, alors je voudrais terminer là-dessus, c'est que la campagne qui a été faite contre Fillon recommence de la même façon, avec les mêmes individus, les mêmes francs-maçons, que contre Fillon avec Wauquiez. Wauquiez commence à être en ligne de mire pour les mêmes raisons et par les mêmes individus. Vous prenez Raffarin, Thierry Solère, Pécresse, NKM, Bertrand, membre du Grand Orient de France, hein, tous ont une attache maçonnique ou juive. Alors, mais il me semble que c'est assez clair, non? C'est dommage que certains ne le voient pas. Parce que nous allons payer les conséquences de leur bêtise. Et donc mieux vaut s'appeler Gallet que Fillon. Ben, je dirais que Gallet est une victime. Lui aussi est une victime. Je ne sais pas si on va en reparler tout à l'heure, mais c'est une victime. J'espère qu'on va en reparler, parce qu'il y a quelque chose à dire là. Et pour le système, mieux vaut une Marine Le Pen qu'un François Fillon. Mais évidemment, c'est la caricature de ce que nous sommes. Et en plus de ça, c'est même pas une caricature, puisqu'il n'y a plus rien qui peut ressembler à quelque chose proche de nous. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste? Le sionisme. Le sionisme. Républicain, républicain, républicain. Catholicisme, elle ne connaît pas. Quel est son gourou aujourd'hui? Un certain Gilbert Collard, franc-maçon. À quoi ça sert le Front National? Alors, bon, on va fermer là-dessus. Vous savez très bien que pendant un certain temps, j'ai recommandé de faire de l'entrée sur le Front National en espérant pouvoir modifier les choses de l'intérieur. Bon, visiblement, c'est totalement verrouillé. Par contre, je recommanderais à ceux qui y sont encore de ne pas claquer la porte encore, d'attendre les prochaines élections pour essayer de blackbouler le plus possible d'éléments indésirables. Et ça, bon, je pense que ceux qui sont à l'intérieur savent déjà qui il faut éliminer, et ceux qui ne le sauraient pas ont mon livre Histoire d'une trahison. Voilà, on termine sur ce sujet. Qu'avez-vous retenu du discours de Macron à Davos? Alors, très intéressant, et je dois vous remercier, Diane, d'ailleurs, vous m'avez prévenu hier que, en fait, je n'avais pas capté ça, j'avais retenu ce que j'avais vu sur
sur les ondes que Macron avait parlé tantôt en français, tantôt en anglais. Alors moi j'avais trouvé que c'était pas très correct de la part d'un président de la République française de parler dans une langue étrangère. Mais ce que vous m'avez appris est autrement plus grave. C'est qu'en fait, ce qu'il a dit en anglais était totalement différent de ce qu'il a dit en français. Donc il a tenu un discours mondialiste dans une langue qu'en principe la plupart des Français ne comprennent pas. Il a tenu un discours rassurant pour les Français. Donc c'est toujours la même chose. Double visage sur lequel j'insiste toujours en ce qui concerne la maçonnerie. On dit une chose, on fait une autre. C'est le contraire. Donc, c'est ce qu'il a rappelé. En gros, il a fait un constat qui est tout de même intéressant et rassurant, en disant qu'en fait, la globalisation est en perte de vitesse. Hein, je pense que c'est ça. Et qu'il préconisait justement un nouvel élan, enfin je brode sur un nouvel élan, en vue d'un nouveau pacte mondialiste. Ce qui semble logique vu ses sponsors. Donc il est dans son rôle. Il est dans son rôle et voilà, j'insiste encore une fois, voilà ce que ces idiots qui n'ont pas compris qu'il fallait voter Fillon au premier tour nous ont amené. Qu'ils n'auraient pas eu avec Fillon, quoi qu'ils en disent. Parce que ceux qui me disent « Ah mais Fillon, ça aurait été la même chose », je regrette beaucoup ce que Fillon a dit lors de ses différents entretiens, c'est pour ça qu'ils l'ont flingué. Quand Fillon rappelait les racines chrétiennes de la France avec Clovis, Jeanne d'Arc et compagnie, ou qui donnait certaines directives de l'action qu'il venait mener dans l'école, et une chose toute simple, le simple histoire qu'il a rappelé qu'il fallait mettre les écoliers en uniforme pour faire disparaître les barrières sociales. Et moi, j'adhère totalement à ça. Et d'autres choses, y compris sur l'Europe. Sur l'Europe, il a été très net à un moment donné dans une de ses déclarations en disant que si l'Europe cherchait à nous imposer des choses, et ça visait notamment l'histoire de la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, hein, il a dit si on continue à vouloir nous imposer ça, il faudra qu'on en sorte. Et voilà. C'est pour ça que le système a voulu le flinguer. Mais il fallait avoir l'honnêteté intellectuelle d'écouter tous ces discours au lieu de le juger au travers des bavotages des médias. D'ailleurs, le slogan « La France est de retour », alors, oui, exactement, j'ai lu ça. Anglais, d'ailleurs. Et alors, en plus de ça, c'est ce que j'allais rajouter, en anglais, « France is back ». France est de retour, moi. Ça a dû faire plaisir à ses prédécesseurs, d'ailleurs. Non, mais c'est hallucinant. Ce personnage, c'est comme je l'appelle, le coquelet jupitérien. Il est d'une prétention invraisemblable. Narcissique. Et alors, pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'il est appuyé par tous les lobbies qui l'ont fabriqué. Il est aux ordres, et bon, on en reparlera tout à l'heure, je suppose. L'histoire de la pyramide du Louvre et de la prochaine réunion. Et le slogan n'a été mis en avant que par des politiques et des investisseurs étrangers. Ce qui veut dire que France is back, ça veut dire la France là dans le dos, en fait, avec lui. Oh là un peu trivial, mais c'est assez bien vu. Très descriptif. Bon, maintenant que par ma profession je suis obligé de parler anglais, je me permets des traductions approximatives. Bon. Je contextualise. Toujours dans les déplacements de Macron, mais ce coup-ci plus proche de chez nous, lors de son déplacement en Corse début février 2018, on nous a présenté un Macron intransigeant face aux indépendantistes corses. Selon vous, qu'en est-il réellement? Ça, certainement pas, c'est toujours la même chose. On fait semblant, et alors je vais tout de même vous lire, parce que ça j'avais pris des petites notes là-dessus, ces déclarations qui sont parfaitement contradictoires. Alors, il s'est dit favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution française. Et pourquoi donc? La Corse fait partie de la République française ou pas? Donc là, il y a déjà le début d'une différence. Une différenciation, oui. Pas. Et puis, il se prononce contre la co-officialité de la langue corse. Mais un peu plus loin, il dit que la langue corse doit être préservée et développée. Il n'y a pas un petit problème? Petite contradiction là?
Et puis, un peu plus loin encore, il dit « Le bilinguisme doit être pleinement reconnu et accepté ». Quand est-ce qu'il dit vrai? Voilà le personnage. Et alors, bien entendu, on nous a gavé de la réaction des séparatistes, je ne dis pas nationalistes, vous aurez remarqué, hein, séparatistes, corses, qui se sont désolidarisés de ses propos. Oh, bravo Macron, il a sauvé la Corse pour la France. Mais c'est un jeu de rôle. Macron a accepté l'idée qu'il y avait une différence entre la Corse et la France. Bon, or, dans la France jacobine, il y a tout de même un petit problème. Vous savez très bien que sur le plan nationaliste, moi je suis pour les provinces qui ont leur spécificité, mais reliées au pouvoir central. C'est comme ça que la monarchie française a fonctionné jusqu'à la Révolution. Bon, donc Macron n'est même pas cohérent avec l'aspect jacobin du système qui est émergé en 1789. Pas cohérent. Donc, je suis contre une Corse différente, mais je suis tout prêt tout de même à l'accepter. C'est ça que ça veut dire. Donc, je préviens, à continuer comme ça, on va arriver à ce qui nous a été seriné au moment de la décolonisation avec De Gaulle et compagnie, l'indépendance dans l'interdépendance. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà le personnage, encore une fois, double visage. Le 33e dîner du Christ se tiendra sous la pyramide du Louvre. Visiblement, l'élite cosmopolite semble affectionner tout particulièrement ce lieu. Symbole. Symbole. Pyramide du Louvre, quand vous regardez ça en perspective, c'est un beau petit triangle, en surimpression sur le palais des rois de France, de la France catholique. Donc c'est là le message. Alors cette cérémonie, je crois que c'est au mois de mars, je crois. Oui. C'est au mois de mars. C'est à l'invitation du CRIF, c'est-à-dire le Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc on a là les deux éléments que nous dénonçons régulièrement, la cabale juive et la cabale maçonnique. La maçonnerie étant fille directe de la maçonnerie. Comme j'ai démontré dans mon livre, la maçonnerie. Les filles directes du judaïsme. La fille directe du judaïsme. Du judaïsme. Fille directe du judaïsme. Il n'y a qu'à voir tous les symboles hébraïques contenus dans les oripeaux de la maçonnerie, leurs déclarations qui font appel justement et qui revendiquent cette appartenance judaïque et kabbaliste. Il faut lire mon livre, la maçonnerie. Vous pouvez même lire celui de Livernet qui m'a copié parce que bon, il dit la même chose. Interrogé lors de la séance des questions au gouvernement, après l'agression à Sarcelles d'un petit garçon de 8 ans portant une kippa, Édouard Philippe a annoncé avant même toute enquête qu'il présentera bientôt un nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Est-ce que ça vous Qu'est-ce que cela m'inspire? Ça m'inspire, surtout ça m'évoque quelques souvenirs, parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler d'agressions antisémites, etc. Et la police qui fait son travail découvre tout de même assez souvent que ce sont des milieux juifs qui ont fait le coup. Pourquoi? Justement pour pouvoir obtenir des pouvoirs publics de nouvelles lois en défense de la communauté. Ce sont un peu des mini false flags. Ce sont exactement, mais tiens, c'est parfaitement ça. Exactement ça. Mini false flag. Tout à fait. Parce que, après tout, on n'entend plus parler de ce truc-là. L'enquête, qu'est-ce qu'elle a donné? J'ai vu un truc dernièrement qui était assez significatif tout de même, c'est que le gamin a été examiné et il ne portait pas de traces de coups. Je ne savais pas. Ouais. Ça rappelle l'affaire Théo Louaka aussi. Mais oui, et puis d'autres. Il y en a eu une à Marseille il n'y a pas longtemps. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Un juif qui a été agressé, je crois, à coups de machette, paraît-il.
Et on s'est rendu compte que, non, mais c'est très simple. Ils ont besoin périodiquement de ce genre de choses pour obtenir du pouvoir public des lois encore plus coercitives. On ne peut plus rien dire ce qui concerne le monde juif. D'ailleurs, attendez, j'ai noté ça quelque part. Ah oui. L'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi. Joli comme nom, ça. Pupponi. Franc-maçon. Tiens, comme c'est curieux. Proche de DSK. Qui a réclamé que soit reconnue une présomption d'antisémitisme. C'est pas mignon, ça? Là, ça va à l'inverse de notre Ah non, mais droit. c'est invraisemblable. C'est l'inverse. Présomption. Mais ça rappelle ce qui s'est passé à la terreur. Au moment de la terreur, sous présomption qu'on était contre les nouveaux principes, clac, raccourci. Et à la libération, qu'est-ce qui s'est passé? Présomption de vichyisme. Pam. Voilà, on n'en sort pas. Surtout que c'est très dur de prouver qu'on n'a rien fait. Et si la présomption est contre vous, à l'origine, Ah non, mais c'est on incroyable. s'en sort plus. Maintenant, on C'est détruit un Fillon. Pour en revenir encore à Fillon, Fillon a été détruit sur des présomptions. C'est des choses qui ne sont toujours pas jugées. Et pourquoi ne sont-elles pas toujours jugées? Parce qu'ils veulent le tenir en laisse. Alors, autre question, mais qui touche toujours la maçonnerie. Le 21 février, le Temple maçonnique du Grand Orient de France accueillera une conférence dite publique sur le thème du mariage pour tous à la PMA. Alors, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes est l'un des thèmes à l'ordre du jour des États généraux de la bioéthique ouverts pour 6 mois à compter du 18 janvier 2018. Quel regard portez-vous sur ce sujet qui est donc un sujet sociétal capital? C'est la poursuite de ce qu'ils ont commencé avec la pilule. C'est aussi une machination des mêmes milieux avec l'avortement. Et rappelez-vous que le docteur Pierre-Henri Simon, juif de son état et franc-maçon de son état, qui se vantait que c'était des avancées sociétales qui avaient été préparées de longue date en loge. Ouais. Donc, c'est la poursuite, c'est tout. Ces gens-là, et c'est à ça qu'on reconnaît justement le contenu satanique, entre autres choses, sans compter avec leurs propres textes qui le revendiquent, que l'on reconnaît l'imprégnation sataniste de la maçonnerie. C'est la destruction de toute société et destruction de l'être humain. Et en plus de l'aspect sataniste, c'est aussi une marchandisation et un aspect... Oui, marchandisation, mais oui, capitaliste. c'est la déshumanisation. On fait de l'argent avec tout. On a l'impression aussi que ces loges maçonniques sont le cabinet d'études de notre gouvernement. Exactement. Exactement, tout à fait. Cabinet d'études. Cabinet d'études est à l'origine des lois qui nous sont imposées. Voilà, ils arrivent avec leurs conclusions. Tout à fait. Alors, si vous avez bien observé comment ça se passe à chaque fois, à chaque nouvelle avancée, c'est qu'il y a d'abord une campagne de presse. Donc on prend un cas isolé ou quelques cas isolés pour faire pleurer dans les chaumières. À partir de là, on vous bâtit une loi. Que dire des accusations d'abus sexuels visant Nicolas Hulot? Est-ce que ce ne serait pas l'arbre qui cache la forêt? Pour mémoire, on se souviendra des photos de Gallet et de Macron dans le bois de Boulogne. Oh là là, vous me coupez ma réponse. Mais c'était, à mon avis, c'est exactement ça. C'est-à-dire, et ça c'est toujours, c'est ce qu'on appelle un contre-feu. Il y a un scandale qui risque de sortir, et on amuse l'opinion publique avec un autre scandale, ou supposait-elle. Parce que Nicolas Hulot, j'en sais rien. Moi, ce qui me surprend dans toutes ces accusations, c'est que les donzelles qui se disent avoir été agressées aient mis autant de temps à s'en plaindre.
Alors, c'est pas ce que disaient les informations exactement, c'est-à-dire que les faits remontaient, je sais 10 plus, ans, je crois. il y a, non, un peu plus, mais la fameuse donzelle de Nicolas Hulot avait porté plainte. Oui, il 5-6 ans porte, après. mais il a Elle été... avait porté plainte en 2008. La question est de savoir pourquoi est-ce que cette histoire, qui en fait a été enterrée déjà en 2008 parce que les délais étaient prescrits. Il n'a pas été Pourquoi considéré coupable. Voilà, non mais pourquoi, à la rigueur, pourquoi est-ce qu'on en reparle en 2018? Puisque les faits étaient déjà prescrits en 2008, je crois que justement la donzelle en question avait mis beaucoup de temps à se manifester, mais déjà en 2008 elle s'était manifestée et avait conclu en tout cas que sa déposition Non, était tout à fait, tardive. j'ai vu Donc ça l'affaire aussi. était déjà, si je puis dire, enfouie depuis 2008. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on en reparle en 2018? Mais je crois C'est pas la demande que de la Eric, dans donzelle. sa question, a déjà apporté la question, je vais appuyer là-dessus, puisque on sait quand même, et ça date un petit peu avant et même pendant la campagne présidentielle, que Mathieu Gallet et Emmanuel Macron avaient été photographiés dans le bois de Boulogne, se tenant par la main gentiment. Et je rappellerai aussi que Emmanuel Macron a tout de même fait un entretien dans la revue homosexuelle, je crois que c'était Têtu. C'est ça, Têtu, oui. Je sais pas, vous lisez pas ça, mais moi je lis. Non, je lis pas, mais vous savez, vous passez devant les kiosques, et moi c'est comme ça que je l'ai vu. Passant un jour devant un kiosque, j'ai vu la couverture. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, donc moi je pense que cette affaire Hulot sert à couvrir ce qui couvre. Et alors on nous a, pour essayer que nous démontrer que c'est un fausse flag, et que c'est plutôt un fake news, cette histoire de Mathieu Gallet et petit Emmanuel, c'est que c'est Macron qui aurait exigé que Gallet soit mis à la porte Sur Radio France. Oui, exactement. Donc vous voyez, on est en plein mensonge. Et avec toutes des fausses fenêtres pour masquer ce qui est réel. Une fois de plus. On a également Tariq Ramadan qui fait Alors, l'objet oui. d'accusations. Alors oui. Donc ça c'est une autre question. Oui, Ça. c'est la suite, mais c'est... Là, tu as vu, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, oui, c'est sur le même. Ça s'enchaîne. Alors pourquoi est-ce qu'a été sortie cette accusation contre Tariq Ramadan? Bon, j'en sais rien. J'ai pas tenu la chandelle, pas plus que pour les autres. Mais ce qui est de curieux, c'est la chronologie. Puisque cette affaire est sortie tout de suite après l'affaire Weinstein. Donc, à mon humble avis, c'est justement de même qu'avec Hulot, on cherche à masquer le truc Macron-Gallet, avec Tariq Ramadan, on cherche à masquer et évacuer le truc. On sort un musulman pour évacuer le problème du juif. Non? C'est pas sur les mêmes continents en même temps. Mais c'est le monde, ma chère. Ouais. On peut en conclure que les Jeux Olympiques, ça suffit pas pour couvrir tout ça. Oh là là, je vois ce que vous voulez dire. C'est une question, ça ou quoi? Pas encore. Non, encore un aparté. Un aparté, je sais pas. Il y avait une question là-dessus? En parlant des Jeux Olympiques, moi ça m'évoque surtout le transsexuel qui est... Voilà, je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion? Vous n'êtes pas innocent. Non, vous êtes innocent. Vous n'étiez pas au courant. Il est innocent. Non, Innocent. j'ai pas suivi cette affaire. Ah bon, eh bien... Bon, Diane, je vous laisse la parole, puis c'est vous qui me l'avez appris. Il s'est avéré que nous avons fini dernier aux épreuves de patinage artistique féminin, puisque le représentant de la France, pardon j'ai dit mais c'était féminin. Un des représentants du couple. Un des représentants Non, du pas du tout, c'était pas en couple, c'était en individuel. Ah oui, d'accord. N'était pas une femme, mais un homme, un transsexuel, qui s'est avéré. Il y a eu des doutes auprès du jury, c'est pour ça qu'ils l'ont... Ah non, mais vraiment, c'est un jury vraiment retardataire, sectaire. Non, c'est pas bien. Mais on se demande surtout c'est comment pas il a bien. pu être qualifié pour... Quel manque d'ouverture, quand même.
Alors qu'on a sûrement du monde. Bien sûr, il y a des... Non, mais c'est invraisemblable. Non, mais alors, Participer. j'aimerais connaître des patineurs ou patineuses de l'équipe de France qui se sont vus préférer ce genre d'individus à leur détriment pour représenter la France. Alors, Ils doivent... Je ne sais pas, peut-être que nos idées progressent de ce côté-là. Moi, je pense qu'il y a aussi des soucis au niveau de la fédération, pas que de patinage, hein, mais de manière générale. Et le sport politique, français, et voilà. le poids politique. Parce que par exemple, je vous disais, là on a eu, je crois hier, ah non, justement, on n'a pas eu, vous allez comprendre pourquoi, une médaille d'or en patinage couple, en patinage artistique. On avait bien un patineur français et une patineuse ukrainienne, je crois. Non, pas vers Ukraine ou par là. Donc c'était un couple. Elle n'avait pas pu avoir, à peu de choses près, la nationalité française pour que le couple puisse évoluer sous le drapeau français. Du coup, mais par contre, elle avait pu avoir la nationalité allemande et lui, notre Normand, a eu il y a un mois la nationalité allemande. Donc, ils ont tous les deux offert hier une médaille d'or en patinage artistique, mais pour l'Allemagne. Puisque c'était... Voilà. Ah non, mais c'est magnifique. Alors on a la fédération française qui a perdu une médaille d'or parce que pour je ne sais trop quel papier, l'Ukrainienne n'a pas pu se raccrocher au drapeau de son partenaire, donc le français qui patine. Et donc du coup les deux ont trouvé encore, si je puis dire, refuge sous la bannière allemande. Donc ils ont tous les deux été naturalisés, enfin elle je crois un peu plus en avance, mais lui en tout cas a été naturalisé il y a un mois allemand. Parce qu'il parlait allemand, donc bon, voilà, ça aide aussi bien sûr, hein, il a fait comme il dit, il a fallu passer les tests qu'il fallait passer. Une volonté d'humilier la France. Ah Et non, là mais on a perdu une médaille d'or alors que d'ailleurs il était interviewé sur le plateau hier du sport français là-bas à Pyeongchang. Bon, évidemment il parle en français, c'est normal, il est français, il est normand. Et voilà, ils avaient tous les deux leur survêtement Germany. C'est pas incroyable. Ils ont, voilà, Et c'est nous qui avons payé la médaille. L'entraînement. Non, mais jusqu'à il y a un mois, il n'avait pas la nationalité allemande, lui en tout cas, lui. Donc on a vraiment perdu une médaille d'or. C'est hallucinant. Toute la formation. Ah non, mais c'est hallucinant. Voilà, Vraiment. là, on est en pleine fédération, on parlait des problèmes internes, on passe à côté de l'excellence sportive qu'on a. On a sûrement des très très bons patineurs. Enfin, la preuve, c'est que Oui, lui, bien en tout sûr, cas, il est on l'a toujours eu patineur. d'ailleurs. La preuve, oui. La preuve, il a eu sa médaille d'or avec sa partenaire. Et voilà, et parce que derrière, le politique. Oui, c'est le politique. C'est le politique qui a d'autres objectifs, tout simplement. C'est hallucinant. Voilà, donc, À d'autres époques, il y aurait bien un ministre qui aurait signé un truc pour donner la nationalité comme ça. Voilà, donc lui, au moins. Non, mais surtout que la France ne soit humiliée. On dirait que c'est l'obsession d'un certain nombre de nos hommes politiques. Humiliée, qu'elle ne récolte pas les médailles qu'elle pourrait récolter. Ah oui, non, oui, voilà. Donc il y a avec un transsexuel quand même. Voilà, et on met à la place. Par contre, dans l'équipe de France, on a présenté un transsexuel et on n'a pas été capable de récupérer la partenaire ukrainienne. C'est très, très, très démonstratif. Voilà. Voilà ce que a amené l'élection d'un certain Macron. Alors, toujours en parlant Braves gens qui avaient voté. Alors, toujours en parlant de l'aura de la France et du franc français, pour petit rappel éphéméride, le 17 février 2002, c'était la fin du cours légal du franc français, après 641 ans d'existence et de bons services pour le peuple français. Puisqu'il y avait eu la... Qu'est-ce que cela m'inspire? Oh là, j'ose même pas vous demander. Eh bien, c'est toujours la même démarche, c'est la destruction de tous les outils de souveraineté. Et puisque, alors bon, c'est la date anniversaire, je comprends le pourquoi de la question, c'est la date anniversaire. Et je voudrais rappeler à ce sujet-là aussi une autre décision qui a été la loi scélérate Giscard-Rothschild. Et Pompidou, mais c'est surtout Giscard qui a été la cheville ouvrière de l'affaire. Il était Premier ministre à ce moment-là. Et qui a retiré à l'État français la possibilité d'emprunter auprès de la Banque de France sans intérêt. Pour ne pouvoir dorénavant emprunter qu'auprès des banques privées.
qu'il fallait enrichir. Alors, suivez mon regard, banque privée, Rothschild et compagnie. Voilà. Voilà, donc tout ça, et ce rappel du 17 février 2002, Oui. c'est ça, 2002, jusqu'à cette loi scélérate, jusqu'à Rothschild, voilà. 2 décisions, entre autres, de suppression de notre souveraineté. Mais avec les crypto-monnaies qui sont, paraît-il, gérées entièrement par des algorithmes qui sont dans les serveurs de tout un chacun, est-ce que la monnaie ne sort pas du champ de la souveraineté? Moi je pense que ça va être une énorme escroquerie, une de plus, l'histoire des crypto-monnaies. Certains vous reprochent encore d'avoir soutenu Fillon, bon, on revient dessus, et ne comprennent pas plus vos analyses favorables à Wauquiez, et vous envoient des preuves contre lui. Pensez-vous que cela vaille encore la peine d'essayer de leur faire comprendre? C'est une excellente conclusion de votre question, ça. C'est la question que je me pose régulièrement. Est-ce que ça vaut la peine encore de perdre ma salive à essayer de réexpliquer pourquoi? Bon, je crois qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Ils ne comprennent pas, ou alors, pour eux, c'est une excuse, parce qu'ils sont peut-être pas aussi bêtes que ça, finalement, ces gens-là. Et c'est une excuse de dire, mais de toute façon, avec Fillon, ça aurait été la même chose. Ben non, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, ça n'aurait pas été la même chose, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Sinon, je me répète, ça perd l'hypopète, si le système, et la maçonnerie et tout ce qui tourne autour a tout fait pour niquer, comme dit Bourgi, Fillon, c'est qu'il ne correspondait pas aux critères de la République, du système. Tout. Alors ils comprennent ou ils ne comprennent pas? Enfin, ça devient fatigant. Et Wauquiez va être en but des mêmes attaques, je répète ce que j'ai déjà dit. Une question revient fréquemment de la part de vos correspondants. Que pensez-vous de François Asselineau et de l'UPR? Pouvez-vous leur répondre? Ah oui, et ça c'est très intéressant parce que je reçois de plus en plus de questions de personnes qui, d'après ce qu'ils me disent, sont soit encore à l'UPR et voudraient avoir mon avis, soit qui en sont sortis, avec motivation. Et j'ai reçu tout dernièrement, grâce à un nouveau contact qui m'est arrivé comme ça, un beau jour sur Internet, me disant voilà, je suis un ancien cadre de l'UPR et j'ai quitté pour telle raison. Et me disant qu'il était à ma disposition pour me mettre au courant de ce qu'est réellement François Asselineau. Alors je l'ai rassuré en lui disant que j'avais déjà pas mal de munitions contre l'individu. Et j'en ai profité pour lui dire, écoutez, soyez gentil, essayez de me faire un résumé de toutes les positions de François Asselineau qui vous ont amené à quitter le parti. Ce qu'il a fait. Alors, je vais rappeler un certain nombre de choses. On sait déjà depuis longtemps, et bon, il y est revenu encore dans son entretien sur YouTube du 10 janvier, dans lequel il accepte parfaitement le devise maçonnique liberté, égalité, fraternité, et il rappelle, alors là, je me pose la question, est-ce qu'il est bête aussi en plus d'être tordu? Il rappelle que le Grand Orient l'a invité pour une tenue blanche. Et il se vante en disant, ben ça veut dire qu'ils estiment que je suis relativement compatible. C'est une accusation qu'on porte également à Wauquiez. Oui, je sais, ben c'est ce que Fillon aussi. Non, Fillon n'est pas... Bon, il est allé au Bilderberg parce qu'il était invité en tant qu'ancien Premier ministre, mais je ne crois pas évoquer, donc c'est vrai, je suis au courant de ça, Wauquiez. Mais le problème... c'est qu'apparemment, il ne leur plaît pas, pour les mêmes raisons que Fillon. Bon, alors, pour rester toujours sur Asselineau, alors j'ai pris des notes hier, parce que j'ai eu ces documents alors que j'étais déjà à Paris, donc je l'ai pris sur mon ordinateur.
Alors, entre autres choses, entre autres reproches de cet ancien cadre, c'est que dès qu'il y a un sujet clivant, il évacue. Donc on ne sait pas finalement, on perçoit mal ce qu'il veut, où il veut aboutir. Ne parlons pas des sujets qui fâchent. Et il est intéressant de voir ce qu'il dit, notamment que en 1789, les Français se sont émancipés du joug des dictateurs. C'est tout à fait maçonnique, ça. Tout à fait maçonnique. Et aussi, ce monsieur me signale que dans la charte de l'UPR, c'est rejet de tout nationalisme et il proclame son attachement à la laïcité et à la déclaration des droits de l'homme. Il définit l'UPR comme un parti de progrès qui défend les valeurs de 1789, encore une fois. Et dans sa conférence d'histoire de France, il encense De Gaulle et a craché, ça j'ai le texte, et il a craché sur le maréchal Pétain. Donc voilà l'intéressant personnage. Je crois qu'il y a encore quelques petites notes que j'ai prises. Bon, tout ça, on le mettra dans la politique, le prochain numéro. Ça date d'une déclaration du 16 novembre 2016. Je n'ai rien contre les sociétés de philosophie, c'est-à-dire la maçonnerie. Et dans la déclaration du 10 janvier 2018, il le disait, je sais le poids de la franc-maçonnerie, d'ailleurs les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, sont les valeurs de la maçonnerie traditionnelle. Donc voilà le personnage. Bon appétit. Donc voilà pourquoi depuis déjà un bon bout de temps je mets en garde contre ce personnage-là. Il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent toujours pas comprendre, à commencer par une jeune femme qui s'était rapprochée de nous mais qui apparemment n'a toujours pas compris. Suivez mon regard. C'est regrettable, parce que ça ce sont des faits. Alors, où on tient compte de l'élément doctrinal des candidats, ou c'est simplement, bon, il y a un aspect qui vous plaît contre l'Europe. Mais alors, justement, contre l'Europe, c'est bien gentil, mais quand il fait l'apologie des grands ancêtres de la Révolution, de Clémenceau et de De Gaulle, entre autres, il oublie que c'est grâce à ces trois éléments-là, au moins, que nous sommes arrivés à cette situation et qu'on a cette Europe communautaire qui détruit toute forme de souveraineté nationale. Donc, il prétend combattre quelque chose en s'appuyant sur ceux qui l'ont amené. C'est... Applaudissez la logique du personnage, ou la duplicité. Donc, alors, il oublie aussi une chose, dans son évaluation flatteuse de De Gaulle. C'est De Gaulle qui a été le père de l'Europe. Non ? Le tout début, ça a été De Gaulle. Alors j'ai une autre question sur, qui va toucher un peu ces questions de nationalité. Adrien Abozit a été invité sur TV Liberté par Martial Bild à propos de son livre « La France divisée contre elle-même », dans lequel il impute aux Lumières la destruction de la France en cours. Avez-vous eu le temps de lire le livre ? Alors, je n'ai pas lu le livre, je ne pense pas que je vais le lire parce que son entretien était très clair. Intéressant et décevant. Incontestablement, Abozit a une bonne connaissance de l'histoire de France, mais c'est pour cela qu'on peut être déçu. Parce que, entre autres, quand il pointe du doigt les Lumières comme la cause de la destruction de la France, il est bien gentil, tout à fait d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de la maçonnerie ? Il ne parle pas. Et c'est
c'est toujours la même chose. On dit le minimum de choses parce qu'il ne faut pas aller trop loin tout de même dans la dénonciation. Et là encore, je constate le travail de cette curieuse chaîne qui s'appelle TV Liberté, qui a été fondée par des membres de la Nouvelle Droite, notamment par Philippe Milot, avec ce qu'il y a derrière aussi, dont vous m'avez entretenu. Je retiens, mais j'attends toujours que vous me donniez les références exactes. Et Martial Bild, qui est le grand intervieweur, qui est un ancien du Front National, que j'ai connu quand j'y étais, et qui s'est révélé sous un jour particulièrement anticatholique. Ce qui m'a surpris d'ailleurs de sa part. Parce que, bon, Aposit semble être un bon catholique, croyant, qui a défendu sa religion. Et la fin de l'entretien est très démonstrative, vraiment. Il s'est frité, comme on dit, avec Martial Bild, qui n'était pas du tout d'accord avec sa vision catholique de la France. Très, très intéressant. Alors, petit détail, petite cerise sur le gâteau, si vous voulez, les entretiens à TV Liberté se fait devant une table gentiment triangulaire équilatérale. Oh, c'est un hasard, ils ont dû trouver la table en solde quelque part. Poussez pas un peu l'eau. C'est le sigle de la télévision qui est un triangle mis en curseur, j'appuie, ça démarre la vidéo. Non, moi je suis très chatouillé par les symboles. Bon, si vous voulez. L'Action française cesse de publier son journal suite à des problèmes financiers. Avez-vous un commentaire à ce sujet ? Oui, parce que, bon, ne serait-ce qu'au travers de mon père, qui a été membre de l'Action française pendant longtemps, avant de rallier le Parti populaire français de Jacques Doriot, parce que déjà à l'époque, il trouvait avec certains de ses amis, dont Henri Coston, que l'Action française était trop bourgeoise et pas assez sociale. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que depuis que je m'occupe un petit peu de politique, soit par simple curiosité quand j'étais encore à mes activités de neurochirurgie, ou quand en 2001 j'ai décidé de reprendre le flambeau de mon père, j'ai vu toute l'évolution de l'Action française. Et je me rappelle d'une époque où Pierre Pugeot, qui était devenu le grand responsable de l'Action française après la dite libération, ces grands hommes ont été successivement Chevènement et Pasqua. Il y a un petit souci quand même. Entre autres choses, et puis on constatait que sur les sujets importants, on glissait, on ne parlait pas trop, ce qui ne veut pas dire que dans certaines sections, il y avait des gens très bien, et qu'il y a toujours des gens très bien. Mais si je dis ça, je le sais parce que j'ai des contacts avec eux. Alors, pourquoi ça disparaît ? Ça disparaît parce que, bon, comme toujours, c'est comme avec le Front National, quand on ne dit plus pourquoi on est apparu dans le paysage politique, eh bien, on disparaît, puisque l'existence de ces structures ne correspond plus à une nécessité. Ils font du copier-coller de tout ce que les autres partis disent et font. Donc, et alors, je voudrais insister sur une chose, c'est que ça, c'est aussi de l'intérieur de l'Action française que je le sais. Certains membres de l'Action française, actuellement, quand ils interrogent leurs responsables sur la maçonnerie et sur le mondialisme, on leur dit non, on ne va pas parler de ça, c'est pas nécessaire. Et notamment, et je rappellerai aussi un autre fait au passage, c'est la position du responsable d'Aquitaine, Bernard Pacaud. Qui a été en plus de ça remarqué par la place qu'il a donnée à l'invitation qu'il a faite à Éric Zemmour. Donc ça se complète. Voilà, alors pourquoi voulez-vous que l'Action française survive ? Il n'y a aucune raison. Ça fait double emploi avec les trucs officiels.
Voilà pour répondre à votre peut-être- question. Elle souffre aussi peut-être du fait que elle fédère des bonnes volontés, en tout cas royalistes, Oui. mais qu'il n'y a pas de prétendant, enfin il n'y a pas de chef. Alors Il oui, n'y a pas alors de chef. Le bravo, problème, c'est qu'il y a bravo pas de chef Dandine, royal derrière. j'allais oublier cet C'est ça, élément-là. ça, c'est qu'il y a- Quand vous avez un prétendant qui se confond en déclaration démocratique et républicaine, on se demande vraiment quelle est l'utilité de la perspective d'un roi. Ben, voilà, on manque de. Enfin voilà, je crois que il y a surtout ce fait qu'il n'y a pas de roi à soutenir derrière. Il n'y a Il pas n'y de a roi pas à de soutenir. chef, il y a peut-être des prétendants qui attendent qu'on vienne Rappelez-vous les ce que chercher, je mais- martèle régulièrement, les principes d'abord, le prince après. Pour autant qu'il soit fidèle au principe. C'est tout. Et puis c'est à lui de fédérer. Or, aujourd'hui, on n'a pas de Ah oui. fédérateur. Que dire de la polémique sur la commémoration des 150 ans de la naissance de Charles Maurras? Ah ben c'est joli, c'est une démonstration de plus de la police juive de la pensée et maçonnique. C'est que ce malheureux Maurras donc est né en 150 ans et que, alors le plus intéressant, c'est que le comité de commémoration des grandes dates historiques de naissance d'hommes célèbres de France l'avait mis sur la liste des commémorations. Et c'est la ministre de la Culture, oui, la ministre de la Culture, qui est, bon, de son plein gré ou sur injonction de plus haut, je n'en sais rien, a décidé que ce ne serait pas le cas. Et ça a été prolongé tout dernièrement par le refus de D'enterrer. Anne Hidalgo de laisser enterrer à Paris Michel Déon, Ouais. qui a été un des auteurs et romanciers en l'entre-deux-guerres, d'origine maurassienne d'ailleurs, de culture maurassienne. Donc voilà, la police juive. Alors, liberté, égalité, fraternité, oui, my foot, comme disent les Anglais. Hein. Et la tolérance, bien sûr. Il y a d'ailleurs Laurent Wauquiez qui était accusé d'avoir eu des inspirations, être inspiré de Maurras pour écrire un discours. Alors, je voudrais bien avoir son discours, mais ni vous ni moi ne l'avons trouvé encore sur Internet, et c'est curieux qu'on n'en ait pas. Alors, comment il s'appelle déjà ? Hortefeux. Brice Hortefeux, il y a fait allusion, justement, en disant que ça, faire allusion à Maurras, il n'y avait pas de crime là-dedans, ou, c'est à peu près ce qu'il a voulu dire, qu'après tout, ça faisait partie de notre histoire, ce qui est totalement vrai. Et donc, c'est très curieux, et ça apporte de l'eau à mon moulin. De toute façon, Wauquiez a un passé que l'on connaît. On aurait peut-être préféré d'autres antécédents. Mais dans la mesure où il est dénoncé par les gens du système, je me dis, il est peut-être pas si mal que ça. Et ça, c'était le raisonnement que tenait toujours mon père. Quand par rapport à un événement ou à une personne, on ne sait pas très bien comment se prononcer, il faut voir quelle est la position prise par l'ennemi. Et chaque fois que j'ai appliqué cette règle, j'ai constaté qu'elle était véridique. Parce que vous parlez beaucoup des Républicains, c'est pas parce que vous avez signé la charte et que vous êtes d'accord avec tous les points du programme. Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Moi, j'estime que si un François Fillon ou un Wauquiez arrive au pouvoir, d'abord, ça va nous débarrasser de Macron. Objectif premier. Et que compte tenu d'un certain nombre de leurs propositions, parce qu'après tout, et d'ailleurs Wauquiez a fait des déclarations très sympathiques vis-à-vis de Fillon, il n'a pas craché dans la soupe. Ça remonte à quelques mois, et avant cette fameuse émission ignoble de BFM TV, ceux qui critiquent, d'accord, vous avez mieux à proposer. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un pouvoir qui ne nous soit pas fondamentalement hostile, pour que l'on puisse progresser. Si on a un pouvoir fondamentalement hostile, comme on l'a eu avec tous les pouvoirs qui ont précédé jusqu'à aujourd'hui avec Macron, Sarkozy, Hollande, Macron, la belle trilogie, c'est pas comme ça qu'on va arriver. Donc mon calcul, c'est s'allier ponctuellement, stratégiquement, avec ceux qui peuvent être le moins nocifs pour nous. C'est aussi simple que ça. C'est plus de la politique réaliste qu'un attachement viscéral et Mais fondamental. je suis un pragmatique.
On en parlait justement, et Diane me disait que c'était une des choses qui l'attirait chez moi, c'est que je suis pragmatique, je ne suis pas dogmatique. Et rappelez-vous ce que je dis souvent à propos du nationalisme, le nationalisme n'est pas une doctrine, c'est un pragmatisme, c'est analyser toute chose, toute situation à la lumière de l'intérêt de la France et des Français. Bon, on peut dire que c'est une doctrine, mais c'est tout de même un pragmatisme. Ah bon. Alors, autre question, dans un entretien vantant son dernier ouvrage intitulé Communisme 1917-2017, Bernard Anthony élude l'origine juive du communisme. Je sens que ça vous inspire. Ça me surprend. Ça me surprend. Que Non, Poutine a reconnu officiellement, d'ailleurs, dans un discours. Que quoi? L'origine juive. Bah, bien entendu, il a lancé le massacre d'Ekaterinenbourg. Il l'a rappelé. Non, mais c'est la signature, là encore. Vous savez très bien depuis combien d'années je dénonce le double visage de ce pseudo-catholique de Anthony. C'est vraiment la démarche type de ce que l'on appelle les maranes. Bon, je dirais que tous les convertis juifs ne sont pas comme ça, qu'il y en a qui le sont convertis honnêtement, mais lui, il démontre année après année, décennie après décennie, depuis que je le connais, qu'il ne dénonce que ceux qui gênent le judaïsme. Tous ces livres, articles et trucs, pour la plupart d'entre eux, ne dénoncent que la malfaisance de l'islam. D'accord? Ah oui, tout à fait d'accord. Mais et pourquoi ils ne parlent pas de ceux qui nous ont amené cet islam en France? Ils ne sont pas venus à la nage, je me répète, ils ne sont pas venus à la nage. Qu'est-ce qui a ouvert les vannes? Qu'est-ce qui ouvre les vannes? Qu'est-ce qui a créé tous ces appels à les faire venir par des subventions, des choses que les Français les plus pauvres n'ont même pas? Ce sont les Sarkozy, Hollande, Macron. Hein? Et rappelez-vous, quand je martelais déjà contre Sarkozy, qu'on en était dans les 330 000 immigrés par an, hein, et que son ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Déant, promettait, si Sarkozy était réélu, d'abaisser le chiffre à 280 000. Légal. Ce qui est déjà énorme. Légal. C'est absolument énorme. Rappelez-vous, donc il officialisait le chiffre que j'avais dénoncé de 330 000, puisqu'il a baissé à 280. Il n'avait pas dit 180 000? Ou 180, oui, 180 000. Non, pardon, je me chiffre d'une centaine. Vous avez raison, je m'excuse. C'était 230 000 qu'il a prometté d'abaisser à 180 000. Et le problème, c'est que j'ai juxtaposé avec Macron, c'est que maintenant on en est à 330 000. C'est ce qu'on appelle le progrès. Alors ça prend différents noms, on ne parle plus d'immigration, ce sont des migrants, des demandeurs d'asile, enfin il y a tout vocabulaire. Heureusement que la langue française a un vocabulaire assez riche. Donc voilà. Alors quand vous me posez la question sur Bernard Anthony, comment cet individu qui dénonce à juste titre le communisme, ne révèle pas qui a créé le marxisme. Certains Karl Marx, et quels ont été les vecteurs de la révolution de 1917. Sinon l'intelligentsia révolutionnaire juive, russe. Donc voilà, c'est comme ça que cet individu montre ce qu'il est. C'est un agent du monde juif, qui par essence est révolutionnaire partout où il passe. Y compris dans les grandes hérésies, mais ça, on en parlera aujourd'hui, cet après-midi. Alors, une récente annonce de Civitas Dalla Escada vous oblige à faire une mise en garde contre l'inconséquence d'un certain nombre de personnes dans nos milieux. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Ouais, une bonne question. C'est assez hallucinant, franchement, l'inconséquence. J'ai eu coup sur coup différentes informations qui démontrent cette inconséquence. Alors,
Civitas d'Alain Escada. Civitas, c'est quoi? C'est un mouvement politico-religieux branché sur la fraternité Saint-Pilice, dont l'inspirateur religieux est l'abbé Beauvais, Xavier Beauvais. Bon, pourquoi pas? Mais là où on se pose des questions, c'est quand on voit ce que j'ai vu justement, ce qu'on m'a communiqué, que la prochaine réunion de Civitas allait se faire avec un certain nombre d'intervenants. Alors bon, Pierre Hillard, bon, à la limite c'est pas le plus grave, bien que je me demande toujours pourquoi il tape toujours sur ce malheureux Vladimir Poutine, déjà passablement matraqué par les médias, les Américains, etc. Et donc apparemment Hillard ne suit pas l'activité. Et puis parmi les intervenants de cette prochaine réunion de Civitas, le CD vacantiste Libernet, dont on a déjà parlé dernièrement, je pense, assez largement, pour expliquer le problème. Alors, je voudrais tout de même rappeler une chose, pour souligner justement cette inconséquence de cette structure Civitas et de l'abbé Beauvais. Comment se fait-il qu'ils invitent un CD vacantiste, ce que Monseigneur Lefebvre a toujours refusé? Bon, d'une part, et puis je suppose tout de même que ce que j'ai souligné lourdement à plusieurs reprises, du statut, je dirais pas matrimonial de l'Hivernette, en concubinage avec une musulmane, je trouve tout de même assez surprenant qu'un abbé de la fraternité ne trouve pas ça curieux et fasse le signe de croix, de bénédiction dessus, comme vous venez très justement de le faire. Il y a un petit problème tout de même de cohérence là. Alors, je vais me répéter encore une fois, c'est pas le fait que ce malheureux Livernette soit avec une musulmane qui me dérange, c'est son problème personnel. Mais il ne faut pas dans le même temps vouloir jouer au très grand catholique et en plus de ça se faire inviter par un abbé de la fraternité qui trouve ça normal. Il y a un petit problème. Vous ne trouvez pas? On est dans un cadre politique, peut-être que... Oui, alors pourquoi il ne m'invite pas? Non, j'y tiens pas, d'une part je tiens pas. Et donc, non. Ça colle pas, il faut être cohérent. Et alors justement, dans la description de cette réunion, c'est ça qui m'a fait tiquer aussi, il est dit, durant toute une journée, sera mise à l'honneur la France des terroirs et des clochers dans une ambiance unitaire, conviviale, joyeuse et familiale. Unitaire, donc l'abbé Beauvais se trouve unitaire avec le CD vacantiste de Livernette qui vit en concubinage avec une musulmane. C'est QFD, mon cher. Deux autres nouvelles que j'ai découvertes tout récemment, qu'on m'a envoyées. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui, je vais le dire de mémoire, ce sera plus rapide. Il y a une réunion qui est annoncée pour le mois de mars à Poitiers, entre l'actuel directeur de Chérier-Montreuil, qui a pris la relève de Jean Houguy, dont l'aumônier est l'abbé Cottard, que j'ai très bien connu. Et cette réunion va se faire avec notamment un certain Philippe Randa, qui imprime des livres érotico-satanistes dans sa maison d'édition, qui est un habitué des réunions de Chérier-Montreuil, avec la bénédiction apparemment de l'abbé Cottard que j'ai prévenu à plusieurs reprises.
et qui n'en a tenu aucun compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui je donne son nom. Précédemment je ne l'avais pas donné, maintenant je le donne. Et l'autre intervenant, Roland Hélie, de Synthèse Nationale, c'est-à-dire Nouvelle Droite. Alors, on peut essayer de mélanger l'huile et l'eau. En général, c'est pas miscible. Ou alors, c'est-à-dire que les tradis de Chiré-Monteuil sont devenus miscibles avec la Nouvelle Droite. Mais les auteurs de la Nouvelle Droite ont toujours été invités à Chiré-Monteuil. Mais oui, exactement. Mais je voulais vous l'entendre dire. Exactement. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai claqué la porte en disant, bon, c'est terminé, je ne vais pas servir de caution à ces gens-là. Et alors l'autre truc, c'était quoi encore comme inconséquence? C'était quoi? Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on est un petit peu... Ah oui. Oui, l'autre information est aussi intéressante parce que cela veut dire... Karl Lang vient de sortir un livre qui est, d'après ce que l'on en sait, est un recueil de tout ce qu'il a fait, réunions, d'entretiens, interviews, etc. Et qui l'a invité pour parler de son livre? Conversano et TV Liberté. Alors, moi je veux bien. Ce que je regrette, c'est qu'il ait créé un parti qui s'appelle le Parti de la France. Un beau nom, mais ça ne le mérite pas. Moi je veux bien, mais enfin, ceux qui s'occupent un tant soit peu de politique doivent tout de même savoir qui est ce Conversano, qui aime à montrer ses fesses quand on n'est pas d'accord avec lui, qui se masturbe en public aussi pour défier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui fait des jeux douteux crypto-homosexuels, et ça ne dérange pas Karl Lang. Ah non, mais l'essentiel c'est qu'il vend son bouquin. C'est lui qui a choisi ce type de publicité? Ou c'est TV Liberté qui lui a mis Conversano dans les pattes? Ouais. Écoutez, vous savez très bien que, notamment, Conversano essayait de m'inviter. Mais comme disait hier, je suis un vieux renard. Et j'avais déjà vaguement entendu parler du personnage, donc je me suis documenté et je lui ai dit niet, en lui disant pourquoi. Et c'est pour ça que régulièrement, d'ailleurs, il paraît qu'il a bavoté sur moi dernièrement. Enfin. Donc voilà, les inconséquences de nos milieux. Pour vendre un bouquin, pour que l'on parle d'eux, ils sont capables de s'allier avec n'importe qui. Alors pour continuer sur les inconséquences, en quoi nier le complot est-il néfaste à la cause nationaliste? Comment voulez-vous que les Français sachent pourquoi ils sont dans telle situation si on ne leur dit pas quelle est la main cachée qui dirige? Voilà. Je crois que c'est assez clair. Alors, avez-vous vu que le site Stop Mensonge a relayé votre conférence de janvier 2017 intitulée « Le double visage de la maçonnerie ». Alors, à quoi attribuez-vous cette diffusion? Alors, bon, j'avoue que ça m'a fait plaisir. Je pense que c'est dû au fait que, du nombre de visionnages qu'il y a, malgré le barrage de silence de nos milieux, dont je crois que j'ai pas mal parlé, peut-être trop d'ailleurs jusqu'à présent, ce que je dis finit par devenir connu par de plus en plus de gens qui, découvrant, si ça leur plaît, ben ils en parlent. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que c'était à cette occasion, quand j'ai vu le truc, ben, je vais vous le dire, je ne vais pas chercher de mes papiers encore, le jour où j'ai vu l'annonce qu'ils avaient mis cette conférence en ligne sur leur propre site, j'ai vu sur la colonne de droite de l'écran, vous avez différentes conférences et interventions. Hein.
Et ce jour-là, l'Esquin faisait 12 000 vues, Asselineau 14 000 et j'en faisais 30 000. Je crois que j'ai répondu à votre question. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a réclamé et obtenu la disqualification d'une candidate de The Voice, une Syrienne du nom de Menel Ibtissem, à cause de ses propos sur les attentats en France. Donc elle a séduit le jury et elle est disqualifiée maintenant. Police juive de la pensée, comme disait, ça l'a regretté Annick Rigel, qui pourtant était juive et communiste de surcroît. Vous vous rappelez de sa déclaration? C'était dans le Figaro, je ne me rappelle plus la date. J'en ai parlé à de multiples reprises parce qu'elle a mis le doigt là où ça fait mal. Police juive de la pensée. Or, la petite Mélène, qui en plus de ça est une jeune fille, qui a une voix agréable, a eu le malheur de dire, entre autres, que c'était curieux, qu'à chaque fois qu'il y avait des attentats, on retrouvait la carte d'identité de l'un ou l'autre des terroristes, et puis que, pour elle, tous ces attentats, le véritable criminel, c'était le gouvernement français. Donc, à mon avis, il a dû voir ma vidéo sur les crimes d'État du mondialisme. Donc elle est une chanteuse française d'origine syrienne. Mmh. Même à 22 ans, ça ne permet pas de tout dire. Alors, beaucoup de nos lecteurs nous demandent régulièrement pourquoi les cercles nationalistes ne créent pas leur propre structure politique à but électoraliste, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous pourriez leur répondre? Plusieurs choses. Premièrement, que si je le faisais, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire écrire des livres, préparer des conférences, m'occuper de notre lettre d'information à la politique. Il faut choisir une chose. Et alors, autre élément, et qui n'est pas des moindres, c'est que créer un parti tel qu'il serait, si jamais je le créais, on risquerait d'être tout de suite interdit. Donc on perdrait notre temps. Et c'est pour ça que je bataille pour que l'on ait un pouvoir le moins nocif possible contre nous. C'est pour ça que l'expérience Fillon m'intéressait et que l'expérience Wauquiez m'intéresse. Voilà. Donc pour l'instant, pas de parti, c'est exclu. Pouvez-vous éclaircir l'échiquier politique au Moyen-Orient suite aux nouvelles tensions entre Israël et l'Iran après des frappes israéliennes en Syrie? Alors, c'est très complexe, c'est vraiment la complexité de l'Orient et d'Israël. Alors, il est évident que sur le terrain, avec l'aide de l'armée russe et la volonté politique de Poutine, les Américains et Israël ont perdu la guerre. Bon. Ce qui subsiste, ce sont des actions ponctuelles pour essayer de, à nouveau, déstabiliser le régime syrien et faire lâcher prise, surtout, à Vladimir Poutine. Rappelez-vous cette citation que j'ai donnée de la ministre israélienne, je pense que c'était du Travail, une certaine Shaked, qui disait ceci, je le répète à l'attention d'un certain Pierre Hillard, si Poutine veut survivre, il faut qu'il obéisse à Israël. Puisqu'il en fait évidemment un mondialisme invétéré, un ami d'Israël et juif d'origine, comme Hillard le soutient, n'est-ce pas? Donc voilà, donc le cadre est posé, les Américains et Israël ont perdu la guerre en Syrie, grâce à Poutine, et ils essaient de redéstabiliser en faisant des interventions, en bombardant des sites syriens et russes, et du Hezbollah libanais et iranien, qui sont les alliés de Bachar el-Assad. Bon. Alors quel a été l'élément clé tout récent qu'il y a eu? C'est que la DCA, enfin on parle de DCA, c'est un vieux terme ça, les missiles syriens ont abattu un avion israélien. C'est la première fois que ça arrivait comme ça de façon aussi officielle. Et apparemment, ça a été plus d'un avion, plus d'un chasseur israélien qui a été descendu ou endommagé. Apparemment, il y en a eu au moins 4.
Alors, Israël justifie ses interventions en Syrie du fait de la présence de milices iraniennes et du Hezbollah, etc., etc. Et parce qu'évidemment, c'est la survie d'Israël, se plaint-il, qui est en jeu. Bon. Alors, autre élément intéressant qu'il faut analyser calmement pour essayer de ne pas trop se tromper, qu'est venu faire la Turquie en Syrie pour combattre les Kurdes? Qui soutient les Kurdes? Les Américains et Israël. Donc, c'est très intéressant parce que petit à petit, et ça, rappelez-vous ce que j'ai dit sur la stratégie de Poutine par rapport aux Turcs à une certaine époque, à l'époque où la Turquie lui avait descendu un avion avec les deux pilotes, au lieu de réagir brutalement, Poutine s'est contenté de protestations à l'ONU, et il a attendu que la donne change. Ben, la donne a changé, puisque maintenant, il est carrément question que la Turquie sorte de l'OTAN. Et c'est ça que j'aime chez Poutine, il sait attendre. Donc voilà la situation, c'est une situation extrêmement mouvante. Les Américains et Israël voudraient bien reprendre la main et surtout continuer à déstabiliser le Moyen-Orient. Heureusement que Poutine est là, je le répète, n'en déplaise à M. Hillard, parce que c'est lui qui nous préserve du mondialisme. Comment expliquez-vous qu'Israël renvoie ses immigrés africains? Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. Ça vous rappelle pas autre chose, ça, Diane? L'affaire des vaccins imposée aux petits Français? Donc, Israël ne veut pas de gens qui ne soient pas d'ethnie pure juive. C'est du racisme. C'est très raciste. C'est du racisme. À Hitler. Hein? À Hitler. C'est sur la race. Hein? Tout est basé sur la race. Donc, ils font ce qu'ils veulent nous imposer chez nous, par leurs organisations juives dites françaises. Or, c'est pour ça que je fais le lien tout de suite avec les vaccinations. Qui nous impose cette vaccination contre toute légalité, comme je l'ai dit lors du dernier entretien? Une certaine Madame Agnès Buzyn, qui est juive. Donc elle impose aux petits Français, je reviens encore là-dessus, ce qui n'est pas imposé en Israël. Curieux ça. Donc voilà, deux poids, deux mesures. Immigration, vaccination. Curieux. D'ailleurs, on a appris récemment que Bill Gates n'avait vacciné aucun Alors de ses enfants. exactement, Bill Gates, à l'époque où ses enfants étaient petits, n'avait pas voulu qu'ils soient vaccinés. On montrait la photo des gosses, ils n'avaient pas l'air d'être souffrants. Hein. Voilà. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est magnifique. Alors, autre question. En Europe, Miloš Zeman a été réélu président de la République tchèque. Il est connu pour être eurosceptique, pro-Poutine et anti-immigration. Comment analysez-vous cette réélection? Eh bien, je pense que plus on se rend compte que le salut va venir de l'Est. Parce que ce soit l'Autriche, bon, bien que j'ai quelques doutes tout de même sur le nouveau chancelier, qui m'a l'air d'être un curieux bellâtre, j'ai des doutes sur lui. Mais n'empêche qu'il a été élu, c'est ça, c'est ce que je disais à propos de Trump, c'est pas l'élection d'un tel ou un tel dont Trump qui m'intéresse, c'est qui sont ceux qui l'ont élu, qu'est-ce que cette vague qui les porte signifie. Donc c'est une réaction anti-immigration, de préservation de l'identité nationale. De la spécificité nationale. Donc on ne peut qu'applaudir. Et c'est ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Hongrie, et en Pologne aussi. Je dirais que le salut vient d'abord de chaque pays. Bien sûr. Avant de venir d'un autre pays. Mais bien entendu, oui. Bien entendu. La Pologne se défend, bien entendu. Hongrie C'est pour ça que je préférais que le salut des Français vienne par les Français. Est-ce que justement les Tchèques risqueraient, pour leur hégémonie, par des puissances subversives, est-ce que justement le fait d'être anti-immigration, pro-Poutine, d'avoir des réactions eurosceptiques, pourrait
conduire à une guerre civile. Non, ce qu'il risque, c'est ce qu'on appelle les révolutions oranges, avec le petit Soros. Voilà, c'est évident. C'est évident. Mais de toute façon, la politique est quelque chose de mouvement constamment. C'est action, réaction, action, réaction. Constamment. C'est pour ça qu'il faut être toujours sur ses gardes. Donc, j'enregistre que ces peuples-là réagissent, ce que les Français ne savent pas faire, et disent non, on ne veut pas l'immigration. Et eux, au moins, ont des gouvernants qu'ils ont élus quand même, contrairement à nous, contrairement aux Français, qu'ils ont élus et qui font ce que leurs électeurs leur ont demandé. Il y a quand même une constante dans la politique, c'est que c'est à chacun de se prendre en main. Bah, évidemment. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on peut troquer la Maison Blanche contre le Kremlin ou contre le bureau de M. Soros. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas le but du Alors, je me pose souvent la question ces derniers temps, je me dis, bon, supposons que les choses s'aigrissant de plus en plus dans le monde, que Poutine décide d'envoyer ses troupes en Europe occidentale. Est-ce qu'il y aura une nouvelle résistance française contre l'occupant ? Ça vous laisse rêveur, ça, apparemment. Le problème des élites françaises, c'est qu'elles ont Élite, ça existe, hein ? Oui, enfin les classes supérieures, c'est qu'elles sont habituées depuis très longtemps à trahir. Pour prendre un exemple, Hugues Capet a été élu parce qu'il était faible. Et que les autres barons... D'accord, ou qui ont cru qu'il était faible. Parce que et il a été un petit peu le Poutine de son époque aussi, parce qu'il a bien masqué son jeu. Heureusement qu'ils se sont trompés. Mais enfin, à la base, l'intention était quand même... c'est comme Helsinki quand il a nommé... C'est comme Helsinki quand il a nommé Poutine, il s'est trompé. Et c'est pour ça que Rothschild dit que Poutine a trahi le nouvel ordre mondial. C'est passionnant tout ça. En 1987, on était pour le plus faible des barons, des comptes, je ne sais plus ce qu'il était. Capet, c'est tenait pas mal. Pour un faible, des faibles comme ça, j'en veux bien. Et puis on passe par la fronde, et puis en 40, on est pour les Allemands, en 45, on est pour les Américains, c'est toujours les autres, quoi. Ouais. Et sous Macron, c'est Francis Back, voilà. Francis Back. De son côté, la Pologne a annulé la visite du ministre israélien de l'Éducation. Quel affront. Quelle résistance. Un affront ? Pourquoi un affront ? Pourquoi un affront ? Pourquoi un affront ? Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Alors, quel est le point de départ de l'affaire ? Le départ de l'affaire, c'est que la Pologne a décidé qu'il était tout à fait anormal qu'on leur impute tout ce qui est imputé au Troisième Reich, les camps de concentration, d'extermination, etc., 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 ils étaient occupés et qui n'avaient pas eu leur mot à dire. Bon. C'est, je dirais, assez finement joué, mais ça n'a pas du tout convenu aux Israéliens, qui veulent que tout le monde culpabilise, et que moyennant culpabilisation, par ici quelques petits sous supplémentaires. Les Allemands en savent quelque chose, ils n'ont toujours pas compris. Non. Bon, donc voilà, cette histoire-là, c'est uniquement ça, donc je trouve que les Polonais ont bien joué, finement. Tout, j'ai rien d'autre à dire. Avez-vous un commentaire concernant le Sénégal où la rencontre maçonnique africaine annuelle fut annulée sous la pression d'organisations religieuses ? Ça montre apparemment une chose, c'est que l'Église catholique est plus solide doctrinalement que l'Église catholique en Europe avec un certain pape François. Et bon. Pour terminer, pourquoi Égalité et Réconciliation n'a pas diffusé votre conférence de Genève du 25 novembre et qu'en est-il actuellement ? Déjà, attendez celle-là. Eh bien, c'est très curieux cette histoire-là, mais bon, je vais devoir faire un petit résumé. Donc, il y a 4-5 mois environ, je reçois du responsable d'Égalité et Réconciliation de Haute-Savoie une invitation pour donner une conférence. On tombe d'accord sur le sujet,
C'était la surversion mondialiste messianique. Cette conférence a lieu le 25 novembre, et à ma grande surprise, j'étais déjà surpris de l'invitation de cette section d'égalité et réconciliation, mais à ma grande surprise, le site officiel d'égalité et réconciliation donne beaucoup de volume à cette invitation. Il fabrique même une caricature de moi que j'ai trouvée excellente d'ailleurs. Très bien, je trouvais qu'ils avaient bien fixé mes traits. Donc, bon, j'étais surpris, mais pourquoi pas. Donc, là, quand la réunion se fait, beaucoup de monde, ils ont même dû refuser une trentaine de personnes, d'après ce qu'ils m'avaient dit à l'époque. On a la suite, le soir de cette réunion, un petit dîner sympathique avec les principaux membres de l'équipe. Très sympathique, tout à fait dans la bonne ligne, rien à dire. Et puis, semaine se passe, je reçois entre-temps, curieusement, la version audio de la conférence, mais pas la version vidéo. Et quand je m'en inquiète, le responsable local me dit, écoutez, dès qu'elle sera montée, on vous l'enverra, mais le problème, c'est qu'il y a certains montages à faire. Celui d'entre nous qui ira le plus vite, ce sera lui qui le mettra en ligne. Donc il était admis de leur côté que soit nous, avec nos amis que vous connaissez qui font ce travail-là, pour mes propres conférences et entretiens, pourrions mettre en ligne, ou bien c'était eux s'ils étaient plus rapides. Donc, on me dit, écoutez, donc, ça va venir. Un mois se passe, un mois et demi se passe, je commence à montrer un petit peu les dents en disant, écoutez, ça va pas comme ça. Elle dit, oui, mais écoutez, prenez patience, c'est comme ça. Bon. Et puis au bout, donc, c'était 25 novembre, 25 décembre, 25 janvier, 25 janvier, je dis, on publie le montage que Jean-Luc avait excellemment fait, je tiens à le saluer à ce sujet-là, excellemment fait de la version audio. Et alors là, ça se joue entre 24 et 48 heures. J'apprends coup sur coup que c'était pas signé, anonyme, mais Égalité et Réconciliation de Rhône-Alpes écrit « Dans ces conditions-là, cette conférence ne sera jamais publiée. » Et là. Deuxièmement, alors que la conférence avait été pendant de 24 à 48 heures sur notre site, brusquement on s'aperçoit qu'elle n'est plus visionnable sur notre site. Qu'il y a une légende qui renvoie sur YouTube, qui dit à peu près ceci, suite à un certain nombre d'interventions, ce contenu est jugé inapproprié ou condamnable, ou enfin un truc dans ce goût-là. Curieusement. Alors, le problème est le suivant pour nous. Qui a fait le coup ? Qui a voulu nuire à la diffusion de cette conférence ? Alors, on pourrait dire que ça pourrait être qu'il faut chercher du côté des petits frères francs-maçons ou du côté de certaines organisations juives. Oui, éventuellement, mais pourquoi seulement maintenant ? J'ai tout de même eu un certain nombre de conférences, dont notamment celle sur les protocoles de Sage de Sion, qui auraient pu me valoir déjà ce traitement. Pourquoi brusquement Et la proximité entre la publication de la partie visuelle, de la partie audio, et la réaction de, apparemment, ce cadre d'égalité et réconciliation Rhône-Alpes, qui ne s'est pas nommé bien entendu, me laisse à penser qu'il se passe de drôles de choses à l'intérieur d'égalité et réconciliation, et que c'est loin d'être une ligne directrice unique. Il y a certainement des gens qui n'ont pas du tout aimé
ma conférence et un certain nombre de choses que j'ai dites. Alors, parmi les pistes qui m'ont été suggérées, et je suis d'accord avec, c'est que j'ai évoqué à nouveau que l'islam était une création juive. Je le dis déjà depuis je ne sais pas combien d'années, basé sur un certain nombre de textes que je connais, que je possède. Or, il est très possible que cette désignation que j'ai faite ait pu gêner la direction d'égalité et réconciliation parce qu'ils ont énormément de musulmans dans leurs troupes. Ça peut être une piste. Mais malheureusement, je suis obligé de dire que je pense que le coup vient d'égalité et réconciliation. Et qu'il ne va pas falloir qu'on continue ce petit jeu-là. Je sais très bien qu'il y a de très très bons éléments chez eux, donc la même chose dans d'autres partis. On parlait tout à l'heure de l'Action française. Et je suis témoin par les contacts que j'ai qu'il y a de très bons éléments, mais il ne faut pas qu'on joue avec nos pieds. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour cet entretien. Merci, monsieur. Merci Diane, merci Blandine, merci Eric.